Braves gens et chers rediff, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, nous démarrons la dernière nouvelle du recueil Démons et Merveilles, à savoir À la recherche de Kadat, aussi appelée parfois La quête de Kadat l'inconnu. Bref, choisissez votre nom préféré. Brave gens. Let's go. Chapitre 1. Trois fois, Randolph Carter rêva de la merveilleuse Kadat. Et trois fois, il en fut repoussé alors qu'il s'arrêtait sur la haute terrasse qui la surplombe. De toutes ces murailles, de ces temples, de ces colonnades, de ces ponts de marbre, de toutes ces fontaines et de tous ces jardins parfumés, de toutes ces larges rues bordées d'arbres délicieux, d'urnes pleines de fleurs et de rangées luisantes de statues d'ivoire, la ville étincelait, fascinante et dorée, sous le soleil couchant, tandis que vers le nord, sur les pentes abruptes, grimpaient des étages de toits rouges et de vieilles mansardes pointues, entre lesquelles se réfugiaient de petites ruelles caillouteuses où l'herbe avait poussé. Il y avait, dans la ville, une animation divine, une fanfare de trompettes célestes et un éblouissement de symboles immortels. Le mystère y régnait, tout comme les nuages environnent une montagne inexplorée. Et, à l'instant où, suspendant son souffle, Carter, en attente, se tenait appuyé à la balustrade du parapet, il fut envahi par l'angoisse saisissante d'un souvenir à demi oublié, la douleur des choses disparues et le besoin morbide de situer à nouveau ce qui jadis avait été un lieu à la fois important et effrayant. Il comprit qu'autrefois, la signification de ce lieu avait été pour lui souveraine, sans qu'il pût savoir en quel cycle d'incarnation, en quel rêve ou en quelle veille il l'avait connu. Il lui rappelait vaguement les fugitifs souvenirs d'une prime jeunesse lointaine et oubliée du temps où de chaque journée enveloppée de mystère s'élevait le bonheur et le merveilleux. Du temps où, de l'aube au crépuscule, se succédaient, au rythme des luttes et des chansons, des heures prophétiques ouvrant les portes flamboyantes de plus profondes et de plus surprenantes merveilles. Chaque nuit pourtant, alors que, debout sur cette haute terrasse de marbre ornée d'urnes curieuses et de rampes sculptées, il contemplait la beauté calme du couchant et l'imminence extraterrestre de la ville.
Il percevait la contrainte des dieux tyranniques du rêve qui ne lui permettaient jamais de quitter ce point de vue sublime pour descendre les larges escaliers de marbre qui semblaient dégringoler sans fin vers le déploiement de ces rues attirantes remplies de très vieux sortilèges. Quand, pour la 3e fois, Carter se réveilla sans avoir encore descendu ces escaliers immenses, sans avoir encore traversé ces rues pleines de calme et de soleil couchant, il pria longuement les dieux cachés du rêve, qui dans la vastité glacée, où ne s'aventure aucun homme, plane capricieusement au-dessus des nuages qui recouvrent l'inexploré Kadat. Les dieux ne répondirent pas, ne manifestèrent aucun fléchissement, ne donnèrent aucun signe d'encouragement, quand en rêve, il éleva vers eux ses prières. Ils ne répondirent pas plus quand il les invoqua sacrificiellement par l'entremise des prêtres barbus de Nast et de Kamanta, dont le temple souterrain, au sein duquel se dresse un pilier de feu, gît tout près du monde de l'éveil. Il sembla même que ces prières eussent été reçues avec hostilité, car dès la première d'entre elles, la contemplation de la merveilleuse cité lui fut totalement enlevée, comme s'il n'avait dû ces 3 visions qu'à une méprise ou à un accident enfreignant le plan et le désir des dieux. À la fin, malade d'avoir le droit de visiter ces rues étincelantes de soleil couchant et ces ruelles secrètes qui se glissent entre les vieux toits de tuiles et incapable de les chasser de son esprit, aussi bien dans ses veilles que dans son sommeil, Carter décida de se rendre hardiment où jamais aucun homme n'avait osé aller, d'affronter les déserts glacés et de gagner à travers les ténèbres le lieu où, voilé de nuages et couronné d'étoiles inconnues, Kadat, la ville inexplorée, cache dans ses murs le château d'Onyx des grands anciens. Légèrement assoupi, il descendit les 70 marches qui mènent à la caverne de feu et fit part de son projet aux prêtres barbus de Nast et de Kamanta. Les prêtres secouèrent leurs têtes barbues surmontées d'une tiare et jurèrent que ce serait la mort de son âme. Ils firent ressortir le fait que les grands anciens avaient déjà manifesté leur volonté et qu'il leur était désagréable d'être harcelés d'insistantes demandes. Ils lui rappelèrent aussi que non seulement aucun homme ne s'était jamais rendu à Kadat, mais qu'aucun homme ne pouvait soupçonner en quelle partie de l'espace gisait cette cité. Était-ce dans les terres du rêve qui s'étendent autour de notre monde? Était-ce dans celles qui entourent quelques compagnons inconnus de Fomalhaut ou d'Aldébaran? Si elle se dressait dans les terres du rêve qui avoisinent notre monde, l'atteindre était concevable, bien que depuis le commencement des temps, seuls 3 êtres réellement humains aient fait la traversée, aller et retour des noirs gouffres impies
qui nous sépare des mondes du rêve. Encore que, sur les 3, 2 soient devenus complètement fous. Il y avait, dans de tels voyages, un nombre incalculable de dangers imprévisibles, sans compter l'ultime danger qui se manifeste par d'innombrables grognements s'élevant du chaos dans des régions que le rêve ne peut atteindre. Dans cet ultime abîme du plus grand désordre, où les chimères et les blasphèmes sont le centre de toute infinité. L'illimité Azathoth, ce sultan des démons dont aucune bouche n'ose dire le nom à voix haute, se goinfre au milieu des battements sourds et insensés d'abominables tambours et des faibles lamentations monotones d'exécrables flûtes dans les cavités inconcevables et sombres qui s'ouvrent au-delà du temps. Au rythme de cette musique, danse absurdement, lentement et lourdement et maladroitement les gigantesques dieux ultimes et les autres dieux dénués d'esprit, aveugles et sans voix, ces dieux ténébreux dont l'âme est le messager et Nyarlathotep, le chaos rampant. Dans la caverne de feu, les prêtres de Nast et de Kamanta mirent Carter en garde contre tout cela. Mais il maintint sa décision d'aller à la recherche des dieux qui, dans l'immensité glacée, planent au-dessus de Kadat, et, quels qu'ils puissent être, d'obtenir d'eux la vision et l'asile de la merveilleuse cité dorée par le soleil couchant. Il savait que son voyage serait étrange et long, et que les grands anciens pourraient s'y opposer. Mais, vu l'habitude qu'il avait de la terre du rêve, il comptait sur l'aide d'une foule d'expériences et de souvenirs. Après avoir demandé au prêtre une bénédiction de pure forme, et tout en pensant intensément à sa future route, il descendit hardiment les 700 marches qui le menèrent à la porte du profond sommeil. Après quoi, il s'engagea dans le bois enchanté. The atomic bomb. 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 7. 6. 5. Dans les tunnels de ce bois tourmenté, où des chênes prodigieusement bas entrelacent des rameaux tâtonnants qui brillent faiblement à la lumière phosphorescente de champignons parfumés, habitent les zougs, furtifs et discrets. Ils connaissent nombre des secrets obscurs du monde des rêves et ne savent que fort peu de choses du monde de l'éveil, depuis que leur bois touche aux terres des hommes en 2 endroits dont il serait désastreux de révéler l'emplacement.
certaines rumeurs, certaines apparitions et disparitions inexpliquées se produisent parmi les hommes aux lieux où les Zougs ont accès. Il vaut mieux que ces derniers ne puissent s'aventurer loin du monde des rêves. Ils en passent librement les extrêmes frontières et se faufilent petits, noirs et invisibles pour apporter de piquantes histoires que, dans la forêt qu'ils aiment, ils se racontent pour tromper les heures autour de leur foyer. La plupart d'entre eux vivent dans des terriers, mais quelques-uns habitent le tronc des grands arbres. Quoiqu'ils se nourrissent surtout de champignons, l'on murmure qu'ils ont un certain penchant pour la chair, soit physique, soit spirituelle, car il est certain que de nombreux rêveurs sont entrés dans ce bois et n'en sont jamais revenus. Et bonsoir, chier calculé mental. Et merci du follow, là oui mais non. Bienvenue. Carter, cependant, n'avait pas peur. C'était un vieux rêveur. Il avait appris leur bruissant langage et passé avec eux plus d'un traité. C'est grâce à eux qu'il avait découvert la splendide cité de Seléphaïs dans l'Out-Nargaï, par-delà les collines de Tanari, où règne pendant la moitié de l'année le grand roi Curanès, un homme que sous un autre nom, il avait connu dans la vie terrestre. Curanès est le seul être qui, après avoir atteint les gouffres stellaires, en soit revenu sain d'esprit. Se faufilant maintenant sous les bas-côtés, entre les troncs gigantesques, Carter émettait des sons bruissants à la manière des Zougs et de temps en temps écoutait pour saisir leurs réponses. Il se souvint que l'un des villages de ces créatures était la capitale des plus terribles et des plus anciens de ces êtres depuis longtemps oubliés, et il se hâta de se diriger vers ce lieu. Il guidait sa marche à la lueur de ces grotesques champignons qui semblaient de plus en plus volumineux à mesure que l'on approchait du cercle redoutable où des êtres plus anciens ont dansé et sacrifié. Finalement, la lumière grandissante de cette multitude de champignons révéla une sinistre étendue grise et verte qui, rompant le toit de la forêt, s'étendait à perte de vue. Le grand cercle de pierre étant tout proche, Carter comprit qu'il était à proximité du village Zoug. Après avoir émis un nouveau bruissement, il attendit patiemment. La sensation que de nombreux regards l'examinaient récompensa bientôt son attente.
C'étaient les Zougs, car l'on aperçoit leurs yeux magiques, bien avant de pouvoir discerner leurs petites silhouettes brunes. Ils émergèrent de leurs terriers et de leurs arbres criblés de trous, envahissant toute la région faiblement éclairée. Les plus farouches d'entre eux frôlaient Carter désagréablement, et l'un d'eux ricana de façon répugnante. Mais leurs anciens réprimèrent bientôt ces esprits désordonnés. Le conseil des sages, reconnaissant le visiteur, lui fit offrir une gourde de sève fermentée venant d'un arbre hanté qui ne ressemble pas aux autres et dont la graine a été rapportée de la lune. Dès que Carter eut bu cérémonieusement, un étrange colloque s'engagea. Les Zougs, malheureusement, ne savaient pas où se trouvait le pic de Kadat. Pas plus qu'ils ne pouvaient dire si l'immensité froide était dans notre monde des rêves ou dans un autre. Ce que l'on savait des grands anciens n'avait pas de source très précise, et tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'ils apparaissaient aussi bien sur les pics des hautes montagnes que dans les vallées, depuis le temps où, sur les pics, entre le clair de lune et les nuages, ils exécutaient des danses incantatoires. Un Zoug très ancien rappela alors un fait dont les autres n'avaient pas entendu parler. Il dit que, par-delà la rivière Sky, subsiste encore dans l'Ultar la dernière copie des manuscrits pnacotiques, copie d'un âge inconcevable, rédigée par des hommes du monde de l'éveil originaire des royaumes oubliés des régions boréennes et apportée dans le pays des rêves quand les cannibales velus envahirent la terre aux nombreux temples d'Olatoé et massacrèrent les héros du pays de l'Omar. Ces manuscrits, dit-il, contenaient nombre de révélations sur les dieux. Et de plus, certains habitants de l'Ultar avaient vu les signes divins. Il y avait même un vieux prêtre qui avait escaladé une haute montagne pour contempler les dieux en train de danser au clair de lune. Son entreprise s'était soldée par un échec. Mais son compagnon qui avait réussi avait péri de façon indicible. Randolph Carter remercia les Zougs qui émirent un bruissement amical et lui donnèrent, pour qu'il l'emportât avec lui, une autre gourde de vin d'arbre. Il s'enfonça à travers le bois phosphorescent, en direction de la lisière où les flots de la Sky déferlent depuis les pentes de l'Erion, du Hateg, du Nir et d'Ultar, pour se répandre dans la plaine. Derrière lui, furtif et invisible, rampèrent quelques Zougs curieux
qui désiraient savoir ce qui lui arriverait et en rapporter l'histoire à leur peuple. Les grands chênes devenaient plus épais à mesure que Carter s'éloignait du village. Et il fixait avec attention un point où les arbres semblaient se raréfier quelque peu. Il se dressait en cet endroit, mort ou mourant, parmi les champignons extraordinairement denses, la moisissure pourrissante et les troncs pâteux de leurs frères tombés à terre. Arrivé là, Randolph obliqua vivement, car c'était le lieu où, sur le sol de la forêt, repose une énorme dalle de pierre, dont ceux qui l'ont approchée disent qu'elle se porte un anneau de fer large de 3 pieds. Se souvenant du cirque immémorial bâti de grands rochers moussus et de la raison pour laquelle il fut dressé, les Zougs ne s'arrêtèrent pas près de l'immense dalle et de son monstrueux anneau. Ils comprenaient que tout ce qui est oublié n'est pas nécessairement mort, et ils n'avaient aucune envie de voir la dalle se soulever lentement et comme délibérément. Carter entendit derrière lui les bruissements effrayés de quelques-uns des Zougs les moins courageux. Il avait deviné qu'il le suivrait. Aussi ne fut-il pas surpris. On finit par s'habituer aux anomalies de ces créatures qui semblent toujours en prière. Le crépuscule tombait lorsqu'il parvint à l'orée du bois. Mais la lueur croissante lui apprit que c'était le crépuscule du matin. Au-dessus des plaines fertiles qui dévalaient vers la Skye, il voyait la fumée des cheminées des cottages, tandis que, de tous côtés, s'étendaient les haies, les champs labourés et les toits de chaume d'un pays plein de calme. Il s'arrêta une fois à une ferme pour demander un verre d'eau. Les chiens effrayés aboyèrent après les Zougs presque invisibles qui, derrière lui, rampaient dans l'herbe. Dans une autre ferme où les gens étaient en train de travailler, il demanda ce que l'on savait des dieux et s'ils dansaient souvent sur le Lérion. Mais le fermier et sa femme ne purent faire que l'ancien signe et lui indiquer le chemin de Nyr et d'Ultar. Oh. À midi, il marchait dans l'immense grande rue de Nyr, ville qu'une fois déjà il avait visitée et qui, dans cette direction, marquait la limite de ses voyages antérieurs.
Peu après, il atteignait le grand pont de pierre sur la Sky, pont dont les maçons, quand ils le construisirent il y a 1300 ans, scellèrent par un sacrifice humain la clé de voûte. Sur l'autre rive, la foule de chats qui, en voyant se traîner les zougs, faisait le dos rond, annonça la proximité d'Ultar. Dans cette ville, en effet, d'après une loi ancienne et très respectée, aucun homme ne peut tuer un chat. Les faubourgs d'Ultar étaient très agréables, avec leurs petites villas vertes et leurs fermes proprement clôturées. Mais plus agréable encore était la ville elle-même, avec ses vieux toits à pignons surplombant les étages supérieurs, ses innombrables poteries de cheminées et ses étroites rues montantes dont on pouvait apercevoir les vieux pavés, si toutefois le permettait la gracieuse foule des chats. Les zougs, à demi invisibles, ayant quelque peu dispersé ces derniers, Carter choisit d'aller directement vers le temple modeste des anciens, où, disait-on, se trouvaient les prêtres et les vieilles archives. Quand il fut à l'intérieur de cette vénérable tour circulaire aux pierres couvertes de lierre qui couronne la plus haute colline d'Ultar, il se mit à la recherche du patriarche, Atal. Il avait escaladé le pic interdit d'Ateg-Kla dans le désert rocheux et en était revenu vivant. Atal, assis sur le trône d'ivoire dans un sanctuaire orné de guirlandes qui se trouvait au sommet du temple, était âgé de plus de 3 siècles. Mais son esprit et sa mémoire étaient encore très vifs. Carter apprit de lui beaucoup de choses sur les dieux de la terre et qu'ils n'ont qu'un faible pouvoir sur notre monde des rêves, sans avoir de par ailleurs ni d'autres demeures, ni d'autres pouvoirs. S'ils sont de bonne humeur, disait Atal, ils écouteront peut-être une prière humaine. Mais personne ne doit songer à monter jusqu'à leur palais d'onyx qui, dans Kadat, se dresse au sommet de l'immensité froide. Il est heureux qu'aucun homme ne connaisse l'emplacement de Kadat, car cette connaissance aurait des conséquences très graves pour celui qui se risquerait à en approcher. Et merci beaucoup Jacques Minol pour le follow. Bienvenue. Le compagnon d'Atal, Barzaï le sage, avait été enlevé, hurlant dans le ciel pour avoir simplement escaladé le pic connu d'Ateg-Kla. Dans Kadat, la cité inconnue, ce serait bien pire si on la découvrait, car bien que les dieux de la terre puissent parfois être dominés par un sage mortel, ils sont protégés par ces dieux de l'au-delà, dont il vaut mieux ne pas parler. 2 fois au moins, dans l'histoire du monde, les autres dieux ont marqué de leur sceau le granit originaire de la terre. Une fois,
dans les temps antédiluviens, comme on l'a deviné d'après un dessin tracé dans ces passages des manuscrits pnacotiques qui sont trop anciens pour être lus. Et une fois, sur la Teg Kla, quand Barzaï le sage essaya de voir les dieux de la terre en train de danser au clair de lune. Ainsi, dit Atal, il vaut bien mieux laisser tous les dieux tranquilles et ne leur adresser que des prières pleines de déférence. Carter, bien que déçu par le conseil décourageant d'Atal et par l'aide bien mince qu'il trouverait dans les manuscrits pnacotiques et les livres occultes de San, ne se découragea pas complètement, espérant qu'il la découvrirait peut-être sans l'aide des dieux. Il questionna ensuite le vieux prêtre sur cette merveilleuse cité du soleil couchant qu'il avait aperçue depuis la terrasse bordée de parapets. Mais Atal ne put rien lui en dire. Ce lieu appartenait probablement, dit le prêtre, à son propre monde des rêves, et non pas à celui que beaucoup de gens connaissent. Et il était possible qu'il se situât sur une autre planète. Dans ce cas, les dieux de la terre ne pourraient le guider, même s'ils le voulaient. Mais ce n'était pas le cas, puisque l'arrêt de ses rêves démontrait clairement qu'il existait quelque chose que les grands anciens désiraient lui cacher. Carter commit alors une action coupable. Il offrit à son hôte, qui ne se méfiait pas, tant de gorgées de ce vin de lune que les Zougs lui avaient donné. Que le vieillard se mit à bavarder involontairement. Dépouillé de son habituelle réserve, le pauvre Atal divulgua librement les choses interdites. Il parla de la grande image qui, d'après ce qu'on en racontait les voyageurs, est sculptée dans l'infrangible roc de la montagne Ngranek sur l'île d'Oriab, dans la mer du Sud. Et il insinua que ce pouvait être un portrait que les dieux de la terre gravèrent autrefois à leur propre ressemblance, du temps où, sur cette montagne, ils dansaient au clair de lune. Il ajouta, en hoquetant, que les traits de cette image sont tellement étranges qu'on pourrait facilement les reconnaître, et qu'ils sont les signes certains de l'authentique race divine. L'utilité de toutes ces révélations apparut immédiatement à Carter. On sait que les plus jeunes parmi les grands anciens épousent souvent en secret les filles des hommes. Aussi, sur les frontières de l'immensité froide où se cache Kadat, les paysans doivent-ils tous porter du sang divin? Sachant cela, le plus simple moyen de découvrir cette immensité doit être d'aller voir le visage de pierre sculpté sur Ngranek et d'en étudier les traits. Après les avoir notés avec soin, il suffira alors de rechercher parmi les hommes vivants des traits qui leur ressemblent. Les dieux
habiteront tout près de l'endroit où les traits des hommes seront les plus réellement proches des leurs. Et quelle que soit l'immensité de pierre qui s'étend au-delà des villages, c'est là que doit se dresser Kadat. On pourrait, dans ces villages, recueillir nombre de renseignements au sujet des grands anciens. Car ceux qui portent leur sang peuvent avoir hérité de petits souvenirs fort utiles pour un chercheur. Ils peuvent ne pas connaître leur parenté, puisque les dieux détestent infiniment d'être connus des hommes, et que parmi ces derniers, on n'en trouverait pas un seul qui ait vu leur visage. Ceux qui portent du sang divin devraient cependant avoir des pensées nobles et curieuses, incomprises de leurs compagnons. Ils devraient chanter de lointaines contrées et de lointains jardins si différents de tous ceux que l'on connaît, même dans les pays des rêves, que les gens du commun devraient les traiter de fous. À partir de cela, peut-être pourrait-on apprendre tous les vieux secrets de Kadat, ou du moins recueillir quelques allusions à la merveilleuse cité du couchant que les dieux gardent secrète. Il pourrait être possible de plus, dans certains cas, de s'emparer de quelque enfant aimé des dieux et de le garder comme otage, ou, mieux encore, de capturer en personne quelque jeune dieu vivant sous un déguisement parmi les hommes et ayant pour épouse une jolie paysanne. Atal ne savait pas comment gagner le N'Granek sur l'île d'Oriab. Il recommanda à Carter de gagner la mer du Sud en descendant la Skye qui chante sous les ponts. Aucun habitant d'Ultar n'a jamais été jusque-là. Mais des marchands en viennent soit par bateau, soit par de longues caravanes de mules traînant des charrettes à 2 roues. Là se dresse la grande ville de Dilatlin. Mais sa réputation est mauvaise dans Ultar, à cause des noirs trirèmes chargés de rubis qui s'y rendent et qui ne viennent d'aucun rivage bien défini. Les marchands qui descendent de ces galères pour traiter avec les bijoutiers sont des êtres humains, ou presque. Mais on ne voit jamais les rameurs. Et on pense à Ultar qu'il n'est guère normal que des marchands trafiquent sur des bateaux noirs dont on ignore d'où ils viennent et dont on ne peut jamais voir les rameurs. Pendant qu'il donnait cette dernière information, Atal s'était assoupi. Carter l'étendit doucement sur une couche d'ébène et rassembla sa longue barbe sur sa poitrine. Comme il se retournait pour partir, il remarqua qu'aucun bruissement obsédant ne le suivait et se demanda pourquoi les Zougs avaient relâché leur poursuite et leur curiosité. Il remarqua alors que tous les chats luisants d'Ultar
léchaient leurs flancs d'un air satisfait et suffisant, avec un entrain inhabituel. Il se rappela les crachements et le charivari qu'il avait vaguement entendus dans les salles basses du temple, tandis qu'il était absorbé dans sa conversation avec le vieux prêtre. Il se rappela aussi le regard infernalement affamé qu'un jeune zoug, particulièrement impudent, avait jeté sur un petit chat noir en passant dans la rue pavée qui se trouvait à l'extérieur. Parce qu'il n'y avait rien sur terre qu'il aimât plus que les petits chats, Carter s'arrêta et caressa les chats luisants d'Ultar qui se léchaient les flancs. Et il ne se plaignit pas de ce que les zougs curieux ne l'escortassent pas plus loin. Le crépuscule tombait. Aussi Carter s'arrêta-t-il dans une vieille auberge donnant sur une petite rue escarpée qui dominait la ville basse. Alors que, sorti sur le balcon de sa chambre, il contemplait la mer de toits de tuiles rouges, les rues pavées et les belles prairies qui s'étendaient au loin, tout lui sembla velouté et magique dans la lumière déclinante. Et il jura qu'Ultar serait un lieu bien agréable pour y vivre toujours, si ne persistait le souvenir d'une plus grande cité, pleine de soleil couchant, qui sans trêve le poussait en avant vers des périls inconnus. Les murs roses et les pignons de plâtre devinrent violets et mystérieux, tandis que de petites lumières jaunes et tremblantes montaient une à une des fenêtres treillissées. D'harmonieux carillons sonnèrent à toute volée dans la tour du temple qui dominait la ville. Et la première étoile clignota doucement au-dessus des prairies qui s'étendaient par-delà la sky. Avec la nuit vinrent les chants. Et Carter inclina la tête à l'instant où les joueurs de lutte psalmodiaient le souvenir des jours très très anciens, au-delà des balcons aux fins treillis et des cours carrelées d'Ultar, la simple. Une certaine douceur aurait même pu vibrer dans la voix des chats d'Ultar, si leur étrange festin ne les avait alourdis et rendus silencieux. Quelques-uns d'entre eux se glissèrent en secret vers ces royaumes occultes dont seuls les chats connaissent le chemin et que les villageois disent se situer sur le côté sombre de la lune, côté vers lequel les chats se tournent du sommet des hautes maisons. Un petit chat noir monta pourtant sur le balcon et grimpa sur les genoux de Carter pour jouer et ronronner. Puis, il se roula en boule à ses pieds quand Randolph s'étendit enfin sur sa petite couche aux oreillers bourrés d'herbes parfumées et somnifères. Au matin, Carter se joignit à une caravane de marchands qui faisait route vers Dilatlin, emportant la laine filée d'Ultar et les choux
de ces fermes actives. Pendant 6 jours, ils chevauchèrent au son des clochettes sur la route lisse qui longeait la Skye, s'arrêtant certaines nuits dans les auberges des petits ports de pêche, campant d'autres nuits sous les étoiles, tandis que montaient de la calme rivière les bribes des chansons des bateliers. Le pays était très beau, avec ses haies vertes, ses bosquets, ses cottages pittoresques et ses moulins à vent octogonaux. Le 7e jour, un nuage de fumée se montra à l'horizon. Puis, les hautes tours noires de Dilatlin, ville qui presque tout entière est bâtie en basalte. Dilatlin, avec ses minces tours angulaires, ressemble de loin à un morceau de la chaussée du géant, et ses rues sont sombres et inhospitalières. On y trouve de nombreuses tavernes lugubres, près des innombrables entrepôts, et toute la ville est pleine de mystérieux marins venus de tous les pays de la terre, et de quelques autres dont on dit qu'ils ne se trouvent pas sur terre. Carter questionna les hommes curieusement vêtus qui peuplaient cette ville, leur demandant des renseignements sur le pic de Ngranek et l'île d'Oriad. Et il s'aperçut qu'il les connaissait bien. Des bateaux venaient de Baharna, un port de cette île, et l'un d'eux devait y retourner dans un mois. Le Ngranek n'est qu'à 2 jours de chevauchée de ce port. Très peu de matelots avaient vu le visage de pierre du dieu, parce qu'il est situé sur une face très difficilement accessible du Ngranek, face qui ne surplombe que des rochers à pic et une sinistre vallée de lave. Un jour, sur ce côté du mont, les dieux étant furieux contre les hommes, en avertirent les autres dieux. Et merci Clem, jolie chose pour le follow. Bienvenue. Dans les tavernes du port de Dilatlin, Carter n'obtint qu'avec difficulté ce renseignement des commerçants et des marins, parce qu'il préférait discuter des trirèmes noirs. L'une d'entre elles était attendue dans une semaine avec son chargement de rubis rapporté de ce rivage inconnu, et le peuple de la ville redoutait de la voir à quai. La bouche des hommes qui en descendaient pour traiter le marché était trop large, et la façon dont leurs turbans se dressaient en 2 pointes au-dessus de leur front était d'un mauvais goût particulièrement abject. Leurs chaussures étaient les plus petites et les plus bizarres que l'on ait jamais vues dans les 6 royaumes. Mais le pire de tout était le problème des rameurs invisibles. Ces 3 rangées de rames manœuvraient avec trop de vitesse, de précision et de force pour que ce soit normal. Et il n'était pas régulier qu'un bateau demeurât dans un port pendant des semaines, sans qu'on pût jeter un coup d'œil sur son équipage, tandis que les marchands traitaient leurs affaires.
Cela ne plaisait ni aux cabaretiers de Dilatline, ni aux épiciers, ni aux bouchers, car jamais la moindre provision n'était envoyée à bord. Les marchands ne prenaient que de l'or et de vigoureux esclaves noirs achetés à Pargue, par-delà la rivière. C'est tout ce que ces marchands aux traits désagréables et leurs rameurs invisibles avaient jamais acheté. Jamais rien chez les bouchers ni les épiciers, mais de l'or et des esclaves de Pargue achetés à la livre. Les odeurs qui émanaient de ces galères quand le vent du sud soufflait depuis les docks étaient indescriptibles. Ce n'est qu'en fumant continuellement du tabac très fort que les habitués des vieilles tavernes du port pouvaient les supporter. Dilatline n'aurait jamais toléré les trirèmes noirs si l'on avait pu trouver ailleurs de pareils rubis. Et on ne connaissait, dans tout le pays des rêves de la terre, aucune mine qui en produisit de semblables. Le peuple cosmopolite de Dilatline bavardait sur ces faits, pendant que Carter attendait patiemment le bateau de Baharna qui l'emmènerait dans l'île où se dresse le Ngranek, sculpté et dénudé. Pendant ce temps, il ne manqua pas, dans les lieux fréquentés par les grands voyageurs, d'écouter tous les récits qui s'y pouvait faire à propos de Kadat, la ville de l'immensité froide, ou à propos d'une merveilleuse cité aux murs de marbre et aux fontaines d'argent que l'on apercevait du haut des terrasses au soleil couchant. Il n'apprit rien pourtant à ce sujet, bien qu'une fois il ait eu l'impression qu'un vieux marchand aux yeux obliques avait un regard curieusement intrigué quand on parlait de l'immensité froide. Cet homme avait la réputation de faire du commerce avec les horribles villages de pierre disséminés sur le plateau désert et glacé de Leng qu'aucun être sain ne visite, et dont la nuit on aperçoit de très loin les feux démoniaques. Le bruit courait même qu'il était en rapport avec ce grand prêtre mystérieux qui porte un masque de soie jaune sur le visage et vit tout seul dans un préhistorique monastère de pierre. Il était fort possible qu'un tel individu ait eu de vagues rapports avec les êtres censés habiter dans l'immensité froide. Mais Carter s'aperçut vite qu'il était inutile de lui poser des questions. Passant la digue de basalte où se dressait le grand phare, la trirème noire entra dans le port, étrangère et silencieuse, pleine d'une bizarre puanteur que le vent du sud répandit sur la ville. Le malaise se propagea dans les tavernes le long du quai. Et bientôt, les noirs marchands, à larges boucles, avec leurs turbans bossus et leurs petits pieds,
descendirent furtivement à terre à la recherche des bazars des bijoutiers. Carter les observa attentivement et les aima de moins en moins au fur et à mesure qu'il s'attardait à les regarder. Il les vit ensuite emmener les vigoureux esclaves de Pargue sur la passerelle et les faire entrer dans la singulière trirème. Et il se demanda dans quel pays, si ces pays existaient, ces créatures pathétiques pouvaient être destinées à servir. Le troisième soir, après l'arrivée de la galère, l'un de ces marchands dont la vue met mal à l'aise lui adressa la parole, lui souriant avec gêne et lui laissant entendre que dans les tavernes, il avait ouï parler des recherches de Carter. Il sembla en avoir une connaissance trop secrète pour en parler en public. Et bien que le son de sa voix fût insupportable et haïssable, Carter comprit que le savoir d'un voyageur qui venait de si loin ne devait pas être négligé. Il le pria donc d'être son hôte dans l'une des chambres particulières qui se trouvaient au-dessus de l'auberge et, pour lui délier la langue, offrit ce qui lui restait de vin de lune des Zougs. L'étrange marchand but lentement, mais continua à sourire, comme si de rien n'était. Il sortit alors une curieuse bouteille pleine de vin. Et Carter s'aperçut que cette bouteille n'était qu'un simple rubis creusé et grotesquement taillé de façon trop fabuleuse pour être rapporté. Il offrit du vin à son hôte, et bien que Carter n'en eût pris qu'une infime gorgée, il se sentit saisi par le vertige de l'espace et la fièvre de jungle insoupçonnée. Pendant tout ce temps, l'invité n'avait cessé de sourire de plus en plus largement. Et tandis que Carter glissait dans le vide, la dernière chose dont il eut connaissance fut cet odieux visage noir, convulsé par un rire démoniaque. Il se souvint aussi d'un indicible phénomène qui se déroulait à l'endroit où l'une des deux pointes frontales du turban orange avait été dérangée par les secousses de cette hilarité épileptique. Au milieu d'horribles odeurs, Carter reprit conscience dans une tente dressée sur le pont d'un navire, tandis qu'avec une anormale rapidité s'évanouissaient au loin les merveilleuses côtes de la mer du Sud.
bâtard qui vous laisse sur un cliffhanger. Ça, quel plaisir. Ah. Et voilà pour ce soir. C'est des pirates.